chers collègues. Chers collègues, si vous le voulez bien, on va commencer le dernier conseil de l'année. Et vous imaginez qu'on va le commencer toujours avec notre Benjamin qui va nous faire l'appel. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers collègues. Alors, allons-y. Richard Mali. Présent. Amapola Ventron. Marie-Odile Armandon. Mathieu Pietri. Présent. Monique Salomon. Présent. Roger Mossé. Présent. Corinne Lemeu. Edmond Otedjian. Présent. Édouard Alessander. Mathieu Morateur. Claude Lampeau. Présent. Armand Chamla. Claudine Achintre. Colette Toulec. Dominique Bièche. Roger Wex. Yann Pertuizel. André Gauthier. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Stéphane Pieracini. Patrice Lanzon. Joseph Cassaro. Marie-Pierre Vitiello. Vanessa Brescia. Christine Sicardi. Marie-Christine Oberlinkels. Jean-Marc Bretin. Alain Dubois. Véronique Bianchi. Hervé Plisson. Et Anthony Chocoune. Donc, monsieur le maire, nous sommes 24, nous avons le forum. Bien, merci monsieur le Benjamin, ou plutôt le maire adjoint. Ben, écoutez, chers collègues, même le dernier conseil municipal de l'année n'échappe pas à la règle, puisqu'il sera lui aussi filmé. Je tenais à vous remercier de votre présence et souligner votre implication dans les affaires communales face au nombre important de sollicitations en cette fin d'année, puisque nous avons eu courant décembre jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au deuxième conseil municipal, et une séance plénière en plus des commissions et préparations en amont, évidemment. Comme vous le savez, cet encombrement provient de la situation plus que fragile de la métropole et notre détermination à défendre la commune dans cette monstropole. Tout à l'heure, nous étions en SIGV, Madame le Premier Adjoint, Madame la Présidente, on a écouté une fonctionnaire de la métropole qui venait nous expliquer que on ne savait pas encore si la politique de la ville, dans son ensemble, était reprise par la métropole ou pas. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre, on ne sait pas encore, la métropole n'en veut pas, elle veut être bien le pilote de la politique de la ville, mais sans plus, et par exemple, dans la prévention de la délinquance, laisser la proximité aux communes ou aux syndicats intercommunaux, comme c'est le cas, voilà. Et les services de la préfecture disent que non, c'est repris par la métropole. Donc on a une réunion tout à l'heure du SIGV là-dessus. Je peux vous dire qu'on ne sait toujours pas, aujourd'hui, le 20 décembre, ce que ça va donner à partir du 1er janvier. Voilà. Nous y reviendrons évidemment plus tard dans la soirée. Et j'ai le plaisir de récompenser votre assiduité par quelques macarons devant vous, fabriqués sur la commune, de manière à bien commencer les fêtes et les excès que vous allez faire les uns et les autres pendant ces fêtes qui arrivent. Je voudrais vivement féliciter tous les acteurs qui ont participé et organisé le Téléthon, ma chère Corinne. Cet événement a permis de récolter 6 000 € au titre de la solidarité. Merci à l'école de musique de la commune, aux exposants, à nos bénévoles, à nos associations et aux spectateurs venus nombreux malgré un froid glacial. Parce que, je ne vous dis rien, avec le vent, le froid qu'il faisait. Ou tout au moins le ressenti qu'il y avait. Pour en revenir à la magie de Noël, je suis heureux qu'autant de petits bouquins soient venus déposer leurs lettres pour le Père Noël dans la boîte aux lettres magique spécialement mise en place à l'extérieur. Et j'espère que la réponse sera à la hauteur de leur espérance. Je remercie aussi l'ensemble des bouquins venus nombreux commémorer la cérémonie hommage aux morts pour la France, Algérie, Maroc et Tunisie le 5 décembre dernier, mon cher Yann. Côté château, l'exposition de Noël de l'association Sculpture et Art du Feu est à présent terminée et laissera place à partir du 12 janvier au Salon des lauréats. Pendant une dizaine de jours, vous pourrez découvrir les œuvres primées au Salon des artistes de l'été dernier. Il suivra l'exposition des ateliers de l'association Bouc-Bellard du 27 au 29 janvier.
La salle des Terres Blanches, en plus d'accueillir les traditionnels lotos de nos associations, se transformera le soir du vendredi 19 janvier en véritable théâtre, puisque la compagnie Del Improviso nous fera découvrir sa pièce musicale, le jazz à trois doigts. Le conseil de ce soir traitera majoritairement de questions qui seront reprises par la métropole, avec notamment le contrat de délégation de service public de l'eau et de l'assainissement. Nous vous proposerons d'évoquer les classes de découverte de nos écoliers, mais aussi le dossier du pont du Cougnaou. Enfin, nous parlerons de règlement local de publicité et de budgets annexes. Évidemment, j'ai le plaisir de vous donner rendez-vous pour alors depuis le 1er janvier 2000, ça fera la 19e fois pour le traditionnel feu d'artifice, le 1er janvier, à partir de 18h30, place de l'Hôtel de Ville, où il vous sera offert vin au chocolat chaud et pompe à huile. Pour ceux qui souhaitent adresser leurs vœux sur écran géant, il est encore temps d'envoyer votre message au service promotion de la ville. Enfin, je vous invite nombreux, pour bien commencer la nouvelle année, à venir recevoir les vœux adressés au bouquin que le conseil municipal, le jeudi 18 janvier, à partir de 18h30. Et je vous propose de passer à l'ordre du jour et d'écouter Marie-Odile Amandon, qui va nous faire un compte-rendu de son déplacement avec une délégation bouquin à Fiesole, juste avant les questions diverses. D'abord, on va un petit peu chambouler l'ordre du jour. Si vous en êtes d'accord, on va commencer pour des raisons pratiques. Pour les collaborateurs, ça sera sympathique. On va commencer par, comme on fait d'habitude, le compte-rendu du dernier conseil. Et puis, Et puis, évidemment, les décisions du maire. Donc, sur le dernier conseil, c'est toujours la même chose, donc on ne va pas y revenir. On le considère comme adopté, je vous remercie. Ensuite, sur les décisions du maire, en vertu de l'article L. 21-22 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit en fait de désigner alors des personnalités pour la commission d'appel d'offres. Donc la décision numéro 2007-032 jusqu'à la numéro 2017-036 du 29 novembre 2017 pour désigner une personnalité compétente pour la CAO d'attribution relative aux prestations de services d'assurance. Alors il y a eu donc 5 décisions, une pour M. Maxime Pelagali, une pour M. Anthony Giraud, une pour M. Didier Eiffel, une pour Mme Florence Coapé et une pour Mme Sabrina Massa-Truca. Ensuite, nous avons la décision numéro 2017-019 du 30 novembre, contrat administratif d'occupation de domaine privé à titre précaire et révocable, commune de Boubelaire, pour M. Mulatieri Jean-Louis. Et troisième décision, puisqu'en fait ça doit faire la 8e décision, si je ne m'abuse, ou la 7e, c'est la décision numéro 2017-038 du 5 décembre, acquisition d'un bien par voie de préemption pour la parcelle cadastrée section BE numéro 47, lieu dit Versailles. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Pas de questions. Eh bien écoutez, on n'a pas à remettre aux voix, mais je vais vous proposer que nous passions d'abord à l'ordre du jour complémentaire qui vous a été envoyé le 14 décembre. Donc nous avons la création d'un poste au registre des effectifs. Alors, il s'agit de créer un poste de technicien territorial, principal de 2e classe. C'est pour nommer la personne qui va remplacer M. Nazarian, qui s'en va à la retraite au mois de mars, si je ne m'abuse. C'est ça, mars, hein ? Il s'en va donc en mars. Et au 15 janvier 2018, nous embauchons un technicien territorial principal de 2e classe, à temps complet. Donc, je vous demande de me créer le poste pour que je puisse signer l'arrêté. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Il n'y a pas de questions. Donc je me vois cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie.
Ensuite, nous passons à la décision modificative numéro 3 concernant le budget de l'eau et après numéro 1 concernant le budget de l'assainissement. Rapporteur Teddy Alexander. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, comme d'habitude, afin d'effectuer les ajustements de crédit pour l'année 2017, il proposait de délibérer sur la décision modificative numéro 3 pour le budget de l'eau. Comme d'habitude, ces décisions modificatives s'équilibrent parfaitement en fonctionnement et investissement. Je vous rappelle qu'à partir du 1er janvier, la métropole récupère donc les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement. Nous avons appris au mois de novembre que des subventions qui devaient nous être versées au titre du contrat pluriannuel ne seraient pas versées. Donc pour pouvoir faire équilibrer notre budget et faire face à nos engagements, nous avons donc décidé de faire ces décisions modificatives et de recourir donc à l'emprunt. Donc je vous propose, au niveau donc des écritures comptables, nous allons commencer par parler des recettes d'investissement. Alors les recettes d'investissement, telles que je viens de vous le dire, la subvention de la métropole diminue de 1 357 316 €. Nous devons donc, pour pouvoir faire face donc à nos engagements, faire un emprunt de 256 978,85 € pour pouvoir équilibrer notre budget. Donc ce qui fait qu'en recettes d'investissement, nous avons donc 1 100 837,36 et en dépenses d'investissement, nous avons donc une diminution des travaux d'hiver pour aussi 1 100 837,35, ce qui nous permet donc d'équilibrer nos dépenses d'investissement. Au niveau du fonctionnement, nous avons uniquement des dépenses de fonctionnement pour des charges financières pour notre emprunt, qui sont de 2 500 € et qui sont revirés à l'environnement à la section d'investissement pour équilibrer la totalité du budget. Avez-vous des questions? Pas de questions? Oui, comme vous l'a dit peut-être succinctement Teddy Alexander, on a ouvert le marché, le marché a été notifié d'ailleurs, on a ouvert concernant la station de potabilisation, au lieu de 3,3 millions qui était prévu, on est à beaucoup moins, ce qui veut dire qu'on diminue d'autant ce qu'on avait prévu, quoi. Voilà. Question là-dessus, sur cette modification concernant le budget de l'eau? Pas de questions, donc je mets au voie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention, 2 abstentions, donc unanimité des votants. Merci. Nous allons passer à la délibération suivante. Il s'agit de la décision modificative numéro 1 concernant l'assainissement. Oui, merci Monsieur le maire. Donc je vous rappelle donc, ce que je viens de vous dire. La métropole qui ne verse pas les subventions promises. Donc ce qui fait que nous sommes donc obligés de revoir notre budget donc pour l'assainissement. Donc au niveau des recettes d'investissement, nous avons donc une diminution de la subvention de la métropole dans ce contrat pluriannuel pour 1 180 313. Ce qui fait que pour équilibrer notre budget et nos encours, nous sommes obligés d'emprunter 715 825,07 €. Ce qui nous fait donc un total, une diminution de nos recettes d'investissement de 466 487,93 €. Au niveau des dépenses d'investissement, nous avons donc le même montant, c'est-à-dire 466 487,93 € en diminution dans le cadre des installations de matériel et outillage. Au niveau des dépenses de fonctionnement, nous avons des charges financières pour l'emprunt de 2 000 € que nous reversons à la section investissement pour aussi 2 000 €. Ce qui fait que la totalité de notre emprunt s'équilibre, de notre budget assainissement s'équilibre. Avez-vous questions? Peut-être être encore plus clair sur, quand on dit, Teddy Alexander vous dit qu'il y a plus de subventions de la métropole, c'est le fameux plan pluriannuel où la métropole donnait jusqu'en 2020 50%
Et donc c'est remis en question depuis le mois d'octobre. Nous savons que c'est remis en question, qu'il n'y aura plus, sur les opérations nouvelles, il n'y aura plus les 50%. Donc ce qui veut dire que sur l'eau, sur la station de potabilisation par exemple, on n'avait pas à lancer encore l'opération, donc ils ne sont pas retenus, mais à la limite, ça nous est égal, puisque c'est repris par la métropole. Ils ne veulent plus nous filer les subventions, mais c'est eux qui reprennent le bébé avec évidemment l'eau du bain, quoi, je veux dire. Donc soyons clairs. Voilà. Et donc il en est de même sur l'assainissement. Par contre, sur les opérations que nous avons lancées, comme par exemple RD 8N, je ne sais plus quoi encore, enfin, ça ne me revient pas à l'esprit, on a le contrat départemental et la métropole qui intervient au titre du plan pluriannuel. Alors évidemment, il est moins, c'est pas 50%, puisque c'est 50% de ce qui nous reste, donc le contrat départemental étant à 60%, il nous reste 40%, donc la métropole donne 20%. Mais, dans certains cas, elle ne donne que 10%, parce qu'on ne peut pas dépasser 70% de subvention. Merci M. Hollande qui a fait voter cette loi-là. Avant, on peut aller jusqu'à 80-90%. Maintenant, alors, je ne vous donne pas, je n'ai pas en tête le truc, mais je sais qu'il y a des secteurs où on peut arriver à 80%, autrement c'est 70% maximum de subvention. Ou, autrement dit, c'est 30% minimum de participation de la commune. Voilà. Le terme exact, c'est ça. Voilà. Voilà, donc on a pris ces décisions modificatives, et puis après, c'est la métropole qui va, à notre place, vraisemblablement continuer. Je ne pense pas pour l'année 2018. Donc là-dessus, c'est DM de l'assainissement, DM numéro 1, plus de questions, pas de voix contre, pas d'abstention, 2 abstentions, merci. Donc l'unanimité des votants. Je vous remercie. Ensuite, nous avons demande de dotation d'équipement des territoires ruraux, alors à la DETR, pour la reconstruction du pont du Cougnaou. Le rapporteur n'est pas Armand Chamla, mais le premier adjoint, puisque c'est dans sa délégation, et je m'excuse auprès d'elle que d'avoir signé cet ordre du jour complémentaire entre 2 portes avec un mauvais rapporteur. Voilà. Enfin, je ne dis pas que le rapporteur est mauvais. Vous êtes compris. Inexactement dénommé. Voilà. Comme vous le savez, donc le pont du Cougnaou, est prévu pour être reconstruit, puisqu'il a été endommagé, donc il est fortement endommagé. Il y a son affouillement qui n'est plus stable, et donc il convient de le reconstruire. Pour ce faire, on vous propose donc un plan de financement suivant. L'État qui participerait à 30%, c'est l'objet de la demande de la délibération de ce soir. La métropole 50% et la commune 20%. On serait à un total TTC de 200 000 euros. Donc je vous propose ce soir d'adopter la délibération concernant la demande de dotation d'équipement de territoires ruraux, donc qui concerne l'État, pour avoir cette subvention qui sera donc d'un montant de 50 000 et 10 euros. Merci. Je rappelle quand même que monsieur le représentant de l'État, monsieur le sous-préfet, s'est quand même engagé vis-à-vis de toi pour cette subvention. Donc, oui, il s'est engagé et on nous a demandé de le repousser d'1 an. Donc, c'est en fait l'objet de la libération de ce soir, puisqu'on l'avait déjà fait. Voilà. Bon, c'est pas grave. Le dossier suit son cours. Vous savez tous ce que c'est. C'est le pont sur le Valat, qui est au chemin du Cougnaou. Qui a amené cet été, moi j'étais absent, mais certaines polémiques et qui a été pas trop mal gérées par les élus qui étaient présents et les collaborateurs présents, quoi, je dirais. Donc tu étais sur le pont tel, je ne sais plus quel pont là, mais avec le drapeau, se draper dans sa dignité devant les gens du voyage qui voulaient absolument envahir notre commune, quoi, voilà. Voilà, donc pas de questions là-dessus. Monsieur Plisson, vous avez la parole. Merci. Je suis étonné que Bourg-Bel-Air ait droit à la DETR. C'est un cas particulier? Parce que normalement, non.
Vous avez compris, je vous ai tendu la perche en me disant de poser la question, mais le sous-préfet, c'est lui qui a proposé, et il a proposé là-dessus. Donc voilà. Parce que c'est vraiment soit pour les petites communes, soit pour les communes qui sont pauvres. Oui, oui, mais bon, voilà. Bouc n'est pas... Commune, nous sommes une petite commune. Nous sommes une petite commune très pauvre. Taille humaine. Et restons à taille humaine, monsieur Pisson. Oui, non, mais c'est pas... Je suis simplement étonné parce qu'a priori, non. Bon, on verra, espérons qu'il poursuive dans cette voie. Donc là, vous allez le voter, alors là. C'est tellement surprenant que... Donc je mets au voix cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Bien, allez, voilà pour l'ordre du jour complémentaire, ce qui va permettre de faire signer... Pardon ? Madame la DGS me dit que la commune a le droit toutes les années à la DETR. Alors écoutez, vous verrez après, entre... et puis vous me parlerez là-dessus. Allez, revenons à la délibération numéro 03. Il s'agit de la délégation de l'exploitation du service public de production et de distribution d'eau potable de la commune de Bouc-Belair. Je rappelle que nous avons fait, pas lundi, mais le lundi d'avant, donc le 11 décembre, si je ne m'abuse, non, le 11 décembre, une commission plénière du conseil municipal là-dessus, donc déclaration politique, allez-y, de manière à expliquer votre vote. Oui, tout à fait. Alors, la désignation de la Société des eaux de Marseille pour continuer à gérer l'eau et l'assainissement de notre commune tient un peu du film de série B. En effet, je vais m'expliquer. Le 19 octobre dernier, l'ouverture en commission de délégation de services publics des plis des offres faites par les candidats potentiels à la délégation eau assainissement révèle qu'en fait, la commune n'a guère le choix. C'est-à-dire qu'elle n'a reçu qu'une seule offre, celle du gestionnaire en place, à savoir la Société des eaux de Marseille, filiale du groupe Veolia. Et qu'en plus, cette offre est, sur son aspect économique, un véritable camouflet pour la commune. En effet, la SEM proposait dans son offre de départ de maintenir pendant 12 ans les prix actuels de l'eau et de l'assainissement, alors que tout le monde sait que depuis de très nombreuses années, la commune de Bouc-Belair a l'eau la plus chère de tout le bassin géographique. À ce moment-là, revient à l'esprit de chacun le débat qui avait eu lieu le 24 octobre 2016 dans notre conseil concernant les avantages et inconvénients de la gestion en régie directe, débat dans lequel la majorité municipale avait affirmé que cette solution n'était absolument pas envisageable et que seul le secteur privé pouvait gérer notre eau et son assainissement, dont acte à l'époque. Mais manifestement, la SEM s'en est frotté les mains. De ce fait, la commune s'est retrouvée le 20 octobre dans une situation fort embarrassante. D'autant qu'alors que la décision de déléguer par affermage son service de l'eau potable avait été prise un an plus tôt, la commune a attendu plus que le dernier moment pour lancer réellement la procédure. Il a même fallu voter une prolongation de durée du contrat en cours. La SEM s'en est refrotté les mains probablement. Coincé par votre choix et pris par le temps que la commune avait perdu, vous vous êtes retrouvé, monsieur le maire, obligé de rentrer dans une négociation des plus difficiles avec la SEM, je suppose. Dénouement de la fameuse série B, alors que l'issue risquait d'être fort calamiteuse pour la commune, vous avez réussi à négocier un prix de l'eau qui fera, semble-t-il, de Bouc-Belair une des communes les moins chères de la zone. Soulagement général. Et même si le coup est passé près, vous avez su fort adroitement convaincre, entre guillemets, nos amis de la SEM de baisser leurs tarifs de plus d'1 euro par mètre cube, sans pour autant céder sur la qualité du service et en initiant même un programme de solidarité. Pour ces raisons, pour ces bonnes raisons, nous apporterons notre accord aux rapports 3 et 4 présentés ce jour. Ce résultat ne masque toutefois pas le fait que confier la gestion de ce bien primordial qu'est l'eau à des entreprises dont l'objectif prioritaire est le profit est extrêmement dangereux.
Il ne s'agit pas ici d'un bien classique que le consommateur peut ou non acquérir, genre écran plasma ou table en acajou. Il s'agit d'un bien public qui devrait être géré au plus grand avantage monétaire et qualitatif des citoyens, que ce soit à Bouc-Bel-Air ou partout dans le monde. Or, si l'on se réjouit aujourd'hui d'une baisse de 1 euro par mètre cube, on oublie déjà qu'autrement dit, la SEM Veolia a vendu pendant des années au bouquin 1 million de mètres cubes par an à un prix surévalué de 1 euro, c'est-à-dire à gagner, au titre de ce bien commun qu'est l'eau, 1 million d'euros par an sur le dos des bouquins. Gageons que dans les années qui viennent, de telles situations auront du mal à perdurer, sachant que les citoyens sont de plus en plus vigilants au respect de la valeur de l'eau. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a d'autres prises de position politiques? Bon. Écoutez, M. Plisson, moi je note que finalement la série B s'est transformée en série A, d'après vous avoir écouté. Moi, vous savez, je suis fort aise là-dedans. Vous avez participé à toutes les réunions de la commission, hein, puisque vous en faites partie. On a rien, on est complètement. Moi, je suis complètement transparent. Hein. Je vous l'avais dit, j'étais navré de voir qu'il n'y avait qu'un seul qui avait répondu un seul candidat qui avait répondu à la suite de l'appel d'offres. Après, on négocie. Et ça, c'est la DSP. Ils avaient répondu avec un prix, je savais pertinemment qu'on négocierait. Et nous avons négocié. Nous avons négocié pour faire en sorte... Je ne vous rejoins pas tout à fait quand vous dites qu'il a proposé le même prix qu'avant. Non, c'est faux. N'oublions pas une chose, c'est que le contrat que nous avions avant, il l'avait payé très cher. Il l'avait payé très cher, oui. Je sais de quoi je parle quand je dis ça. Il a payé très cher parce que même le sous-préfet avait été étonné. Il m'avait dit, mais monsieur le maire, qu'est-ce que c'est que cette somme que nous avons reçue? Bon, voilà, donc la SEM avait payé pour pouvoir exploiter pendant 25 ans notre réseau. Parce que le réseau nous appartient. Donc il avait payé comme un pas de porte ou comme un commerce qu'ils avaient acheté, même s'il était momentané. Bon, aujourd'hui, on n'a plus le droit de le faire. Par contre, il est clair qu'on leur a demandé de faire les meilleures propositions pour nos concitoyens, nos administrés. Voilà. Et on aura la ville de Bouc-Bel-Air, enfin ceux qui ont la SEM, pas pareil pour le canal de Provence, mais ceux qui ont la SEM paieront 1 euro le mètre cube de plus d'1 euro, puisqu'en fait, pour les factures à 180 mètres cubes, qui sont la moyenne de consommation, 180 mètres cubes, et on paiera 2,99 le mètre cube, alors qu'aujourd'hui il vaut 4,17. Voilà, donc c'est tout, c'est QFD. Pas plus compliqué. Il n'y a pas de série B, il n'y a pas, simplement, le maire a fait son travail, il a négocié. Ah, il a négocié pied à pied. Hein. Je peux vous dire que c'était pas facile. Hein. Bon, voilà. C'était, après, voilà le résultat. À travers cette intervention, c'est ce que j'ai voulu reconnaître. Mais je vous remercie. Ok. Au départ, j'avoue que ça semblait mal parti. Mais vous savez, tant qu'on n'est pas à la ligne d'arrivée, voilà. L'essentiel, c'est là, c'est la ligne d'arrivée. Voilà. Donc, plus d'intervention sur la DSP de l'eau. Eh bien, écoutez, je mets aux voix la DSP de l'eau. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Passons maintenant à la DSP concernant l'assainissement. Donc, vous l'avez eu, on en a parlé en commission plénière. Est-ce que vous avez des... Ah non, c'est pour le 3 et 4. Hein. On considère que moi aussi, j'ai fait les mêmes réflexions pour 3 et 4, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est même vote. Allez, même vote pour la 4. Ok, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons classe de découverte à Saucé-les-Pins, école élémentaire de la Bergerie. Rapporteur Mathieu Pietri. Oui, merci. Merci, monsieur le maire. Oui, c'est une délibération qui concerne donc la participation financière, l'aide aux familles délivrées dans le cadre des classes découvertes. Elle concerne donc l'école élémentaire de la Bergerie. C'est une classe découverte qui aura lieu début juillet, du 2 au 6 juillet.
au centre La Côte Bleue. Le prix du séjour s'élève à 331 € par élève et il est proposé d'attribuer aux familles qui résident au Bouc-Bélair une aide allant de 20% à 80% selon leur quotient familial. Il vous est proposé également les tableaux de tranches de revenus et des participations familiales et en corrélation les participations de la commune. Juste le nombre de jours n'était pas indiqué dans le rapport. C'est du 2 au 4, donc ça fait 5 jours. De 2 au 6, pardon. 5 jours. Pas d'autres questions à Mathieu Pietri. Tiens, prends ça. Donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre. Il n'y en a pas. Abstention. Non plus unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit toujours d'une classe de découverte, mais ce coup-ci c'est à Seine-les-Alpes. Donc tout à l'heure nous étions au bord de la mer. Maintenant nous sommes à la montagne. Tout à fait. C'est la même chose donc pour l'école élémentaire des Pins, avec une classe découverte à Seine-les-Alpes pour un prix de 333 € par élève. Et la commune propose une aide aux familles, également entre 20 et 80% selon le quotient familial, et selon des montants que vous avez en verso dans le tableau tranche de revenus. Merci Mathieu. Question à Mathieu Pietri. Pas de questions, donc je me vois cette délibération en voix contre. Il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Allez, maintenant nous sommes à Saint-Michel, l'Observatoire. Même chose donc pour l'école élémentaire Virginie de Dieu. C'est un séjour qui aura lieu du 26 au 29 mars 2018 pour un montant de 257 € par élève, pour lequel la commune propose d'attribuer une aide aux familles, toujours de 20 à 80% selon le coefficient familial. Question à Mathieu Pietri. Pas de questions, donc faisons partir les enfants de Virginie de Dieu à Saint-Michel l'Observatoire. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Toujours Mathieu Pietri qui va nous parler d'une demande de subvention auprès du CD au titre d'un soutien au mode de garde collectif des enfants de 0 à 3 ans, et ce pour l'année 2018. Oui, il s'agit d'une demande de subvention annuelle que nous faisons auprès du conseil départemental pour les crèches qui sont en DSP sur la commune. Il y a 3 crèches, l'Arbre de Vie qui a 43 places, les Boucanous et les Frimous. La demande de subvention est d'un montant de 220 € par berceau. Donc 9 460 € pour l'Arbre de Vie, 7 700 € pour les Boucanous et 4 400 € pour les Frimous. Est-ce qu'il y a des questions à Mathieu Pietri? Je vous en prie, Monsieur Pisson. Oui, c'est une question que j'avais déjà posée et j'avoue que j'avais peut-être pas tout à fait compris la réponse. Quid de la crèche qui était à Décathlon et qu'on a perdu avec l'histoire des petits chaperons rouges, là, non? Quelque chose comme ça, quand on a changé. On ne l'a pas perdue. Elle est toujours à Décathlon. Oui, mais... c'est une crèche d'entreprise sur laquelle il y avait une location de berceau qui avait été faite il y a quelques années de ça et sur laquelle aucune mise en concurrence via le Code des marchés publics n'avait été effectuée. Une mise en concurrence donc pour se mettre en conformité avec les procédures d'achat public a été lancée. LPCR n'a pas daigné répondre à la consultation. C'est une consultation donc, qui est en cours, mais sans LPCR, puisqu'ils n'ont pas répondu à la consultation. Donc pour l'instant, elle est toujours à Décathlon, mais sans la ville de Bouc-Bélair. Ce qui veut dire que si elle est toujours en cours, si les règles de la concurrence sont appliquées, on pourrait imaginer que Bouc-Bélair ait la possibilité de louer à nouveau des places.
Tout à fait. Mais pour ça, il faut que le délégataire, enfin, la LPCR réponde dans la procédure ce qu'ils n'ont pas fait. Ah oui, parce qu'ils prétendent quand même rester. Ah, d'accord. Si vous voulez, d'après ce que j'ai compris, on avait, comme ils ont, LPCR a eu la gestion de cette crèche qui s'est faite, d'entreprise, hein, qui s'est faite à Decathlon. L'équipe précédente avait fait un avenant voilà, à la convention, à la DSP qu'ils avaient. Mais cet avenant, il était un peu élevé, donc ils n'avaient pas trop la possibilité légale de faire un avenant. Donc quand on s'est rendu compte de ça, on a remis en cause pour essayer de se mettre dans la légalité, quoi. On attribuait en fait à LPCR un marché avec la location de 20 berceaux, c'est ça ? 20 berceaux à 7005, je crois, 7005 le berceau. Si je multiplie 20 par 7005, je dois trouver 15 000, c'est ça, hein ? 150 000, pardon, il me manquait un zéro. 150 000, c'est un peu tiré par les cheveux d'attribuer un marché de 150 000 annuels pendant des années. Voilà, donc... Oui, merci, là je comprends mieux, effectivement. Éventuellement, deuxième question, est-ce qu'il y a une liste d'attente à Bouc-Bel-Air sur les crèches ? Oui, il y a une liste d'attente. Elle est longue enfin, non, elle est longue. C'est toujours trop long pour les familles qui sont sur la liste d'attente. Et voilà, non, elle n'est pas très longue, mais il y a une liste d'attente. Ok, plus de questions là-dessus, donc je mets au voie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, alors, Monique Salomon va vous proposer un arrêt du projet de révision du règlement local de publicité, RLP, et le bilan de la concertation lié à la procédure de révision de ce même règlement. Merci, monsieur le maire. J'avais préparé un texte, mais je crois que je vais synthétiser. Hein. En fait, on a eu une présentation en commission plénière, et donc tout le monde a apprécié, si vous voulez, cette révision et les décisions qui ont été prises justement pour que la commune ait un visage un peu plus comme nous le souhaitions, c'est-à-dire plus naturel, plus vert, etc. Donc voilà. Alors, ce RLP que nous avons donc défini et que nous avons étudié pendant plus d'1 an, doit nous permettre en fait d'organiser et d'encadrer au mieux la publicité, les enseignes et les préenseignes sur notre territoire, de faire appliquer en fait la réglementation nationale, de concilier les besoins et les pratiques de chacun, de préserver surtout le cadre de vie et le patrimoine de la commune et de réduire en fait la pollution visuelle. Notre RLP daté de 1998 et il était dépassé par l'évolution de l'urbanisation en fait, de l'aménagement du territoire de la commune, par les évolutions législatives aussi, puisque depuis 1998, la réglementation nationale a évolué de nombreuses fois et surtout depuis la loi Grenelle II qui ont modifié la réglementation en matière de publicité des enseignes préanciennes. Il nous fallait donc un RLP plus restrictif que la réglementation nationale. Donc avant de proposer au conseil municipal d'arrêter le projet de révision du RLP, nous devons tirer le bilan de la concertation liée à cette procédure. On a fait une publication dans la revue, sur le site internet, l'organisation d'une réunion publique, la mise à disposition d'un dossier et d'un registre d'observation au service urbanisme, la concertation à travers des articles dans la revue municipale et sur le site internet, ainsi qu'une réunion publique et une mise à disposition d'un registre de concertation. La concertation aussi à travers 2 ateliers avec les acteurs économiques locaux, commerce et entreprises, une réunion d'échange avec les annonceurs et les publicitaires locaux, 2 réunions avec les personnes publiques associées les 13 septembre 2017 et le 16 octobre 2017, débat concernant ces orientations au sein du conseil municipal en commission plénière le 16 octobre 2017, entériné par le conseil municipal du 23 octobre. Avant l'arrêt du projet, un débat a eu lieu lors de la commission plénière au sein du conseil municipal le 27 novembre 2017, qui ont été validés par le conseil municipal le 4 décembre 2017.
Le 11 décembre 2017, au cours d'une commission plénière du conseil municipal, une synthèse du projet du nouveau RLP exposant les principaux choix et les principales évolutions opérées a été présentée avant la validation de l'arrêt au sein de ce conseil du 20 décembre. Le calendrier prévisionnel maintenant de la finalisation de cette révision du RLP, qui est en fait tout à fait calqué à la même procédure que celle du PLU, arrêt de la révision du RLP en conseil municipal donc aujourd'hui, consultation des personnes publiques associées de janvier à mars, ils ont 3 mois pour formaliser leur avis, enquête publique en avril 2018, rapport du commissaire enquêteur probablement en mai 2018, potentiel ajustement et finalisation du dossier RLP révisé en juin 2018 et approbation en conseil municipal du RLP révisé en juillet 2018. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal d'arrêter le projet de révision du RLP et de tirer le bilan de la concertation liée à cette procédure plus que favorable puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune observation sur le registre dédié et lors des ateliers et des réunions. Des propositions ou remarques ont montré une approbation du projet. Question à Monique Salomon. Monsieur Plisson. Oui, vous ne l'avez pas demandé, mais j'ai vu que vous vouliez parler. Avant la question, je tiens à dire que c'était un gros boulot apparemment qui a été fait et donc les résultats sont à la hauteur de ce travail. Moi, je sais pas, en tant qu'écolo, je trouve que ça va faire un peu propre dans la commune quand ça sera appliqué. Alors le problème, c'est, par exemple, la question, c'est mais qui va faire appliquer le RLP ? C'est le maire. C'est le maire ou c'est la métropole ? C'est pas le président de la métropole, je crois que c'est la commune. Compétence du maire. Ouais. Au titre de la police. D'accord. Et deuxième question, puisque les délais pour se mettre en conformité sont assez longs, etc. Ça veut dire, si j'ai bien compris, que ce qui concerne la publicité, ça sera mis en conformité en mi-2020 au maximum, et oui. Pour le reste, c'est 2025, 23. 6 ans. 5 ans, 6 ans, 5 ans. Ça veut dire que de l'eau a le temps de passer sous le pont du Cougnaou. Et surtout si on la refait entre-temps. Hein. Et voilà, c'est mieux. Mais donc, est-ce que vous envisagez, par contre, dès à présent, de demander aux gens qui ne seraient pas en conformité par rapport au règlement actuel, de déjà commencer à se mettre en conformité ? Oui, c'est ce qu'on a pensé. Hein. On en a parlé et c'est ce qu'on a pensé. Toutes les enseignes qui ne sont pas conformes, les petites, ont été mises un peu partout parce que ça fleurit tout le temps là. Donc celles-là, on peut les enlever. Plus de questions ? Donc puisque en fait il faut l'arrêter de manière à donner le bébé à la métropole qui continuera, mais qui nous demandera de continuer la procédure d'ailleurs. Bon, voilà. Donc est-ce qu'il y a des voix contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Vous voyez, monsieur Plisson, l'unanimité, vous voyez que c'est très bien. Quand vous travaillez bien et que vous faites des efforts comme ça, je reconnais que vous avez l'honnêteté intellectuelle. Ça, c'est clair. Voilà. Ensuite, la 10, elle est retirée de l'ordre du jour. Et après, nous passons à la 11 avec Mathieu Morateur. Et merci monsieur le maire. Donc à nouveau, c'est la présentation d'une convention avec un apiculteur, cette fois-ci monsieur Georges Manchon. Vous le savez, on a déjà des conventions avec un apiculteur, on a déjà eu avec l'abeille provençale auparavant, association aujourd'hui, donc c'est avec un apiculteur, personne physique, Benoît Chenavas, et donc nous ajoutons aujourd'hui avec monsieur Georges Manchon, donc également apiculteur. Alors le rucher qui a été mis à disposition de monsieur Chenavas, il est de 20 ruches et il est rue Pierre Bello. Cette fois-ci, ça se passe sur l'avenue du Pin Porte-Rouge à hauteur
de l'aire d'accueil des gens du voyage, en fait sur la partie haute du bassin de rétention qui a été réalisée pour cette aire d'accueil des gens du voyage. Donc la mise à disposition du terrain se fait à titre gracieux, sauf qu'en contrepartie, M. Manchon propose, et donc nous acceptons, de donner 500 grammes de miel par ruche à la commune, c'est-à-dire 5 kilos au total pour les 10 ruches qu'il va installer sur ce lieu. Très bien, merci Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Mathieu Morateur? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Écoutez, l'ordre du jour est terminé. Nous allons, avant de passer aux questions diverses, donner la parole à Marie-Odile Armandon pour qu'elle nous évoque le déplacement de la délégation à Fiesole qui a eu lieu donc au mois d'octobre, si je ne m'abuse. Oui, je vais vous faire un compte-rendu de l'exposition qui s'est déroulée à Fiesole en la replaçant dans son contexte. Donc en novembre 2015, à la suite de la signature du pacte d'amitié qui avait été signé en juin, je me suis rendue à Fiesole pour rencontrer la vice-maire en charge de la culture, Barbara Casalini. Et nous avons imaginé toutes les deux un échange d'expositions pour faire vivre ce pacte d'amitié. C'est pourquoi, vous vous en souvenez sûrement, en avril 2017, les artistes de Fiesole ont exposé au château. Pendant la semaine italienne qui a été organisée par la municipalité, dans cette semaine, on a eu un concert du chœur Novecento qui venait aussi de Fiesole, une conférence et un café-concert. Les bouquins, pour leur part, étaient attendus en octobre 2017 à Fiesole. Dans le cadre de mes fonctions d'adjointe au maire, déléguée à la culture, j'ai donc conduit une délégation de 21 artistes. Ces artistes étaient tous confirmés, ayant reçu des prix et ont exposé à titre individuel. Tous les styles artistiques étaient représentés. Et je tiens ce soir à citer tous les noms, car tous les artistes qui ont participé, je voudrais les remercier de l'effort qu'ils ont fait pour assurer la réussite de cette exposition. Pour la peinture, il y avait Eliane Arnal, Agnès Blasquez, Jean-Claude Couralet, Marie-Agnès Chaléas, Annick Chiocchi, Émile Estève, Nancy Grune, Micheline Joigny, Catherine Logier et Yves Sanchez. Pour la photographie, Christine Alcouf, Michel Arrigoni, Christine Froment, Hélène Garout, Jean-Claude Naers et Sylvie Margier. Pour la sculpture, Elisabeth Kleftat et Madi Zarifian. Pour la gravure, Marie Daupin. Pour l'écriture, Elisabeth Gruelli et Bernadette Tumerel. Un catalogue de l'exposition a été fait qui présente les artistes et leurs œuvres. Je le fais passer, là, si vous voulez faire passer de chaque côté, merci. L'exposition s'est déroulée dans la très belle salle, qui est la salle du Basolato, qui est en dessous de la mairie de Fiesole. C'était entre le 21 octobre et le 29 octobre. Cette salle est très bien placée puisqu'elle donne sur la grande place Minot, qui est au centre-ville. Et sur cette place se déroulent les foires et les marchés. Durant l'exposition, pour nous aider à monter l'exposition, des artistes qui étaient venus exposer au château, des photographes notamment, et un artiste peintre, et un choriste sont venus nous aider à l'installation, à la garde aussi de l'exposition. Et durant l'exposition, 2 manifestations importantes se sont tenues dans cette salle, puisque le conseil municipal de la ville a eu lieu là, et la remise du nouveau logo de la ville de Fiesole aux entreprises. Et il y avait au moins 50 entreprises présentes, et tous se félicitaient de pouvoir avoir ces réunions avec un cadre aussi agréable autour d'eux. Le 25 octobre, une cérémonie a eu lieu au cours de laquelle les 6 artistes qui avaient fait le voyage ont été présentés. J'adresse un merci particulier aux artistes qui ont transporté les œuvres et qui ont tenu les permanences. Près de 700 visiteurs ont apprécié la qualité de l'exposition. Les membres de la délégation ont été reçus à 2 soirées organisées par les choristes qui étaient venus chanter à Bouc-Bel-Air en avril. À cette occasion, des liens se sont tissés et des adresses ont été échangées, ce qui montre qu'après les contacts entre les institutions, les habitants des 2 villes s'emparent du pacte d'amitié. J'en ai même entendu chanter qui ne parlaient un italien qui ne parlait pas français, un français qui ne parlait pas italien, et ils ont réussi à trouver une chanson en espagnol qu'ils ont chantée tous les 2. Donc, je peux vous dire que les artistes sont fiers d'avoir fait rayonner la culture de Bouc-Bel-Air au-delà de nos frontières. Donc, si vous voulez faire passer le petit catalogue, vous verrez la présentation des artistes.
Merci Marie-Odile. Hop, comme ça. Merci Marie-Odile. Vous avez des questions à poser à Marie-Odile, non? Non, on peut la remercier d'avoir conduit cette délégation. Et alors nous avons reçu, pour terminer ce conseil municipal, 2 questions écrites de Madame Aubert-Linkels et de Monsieur Plisson. Une sur Chartres et Réunion Bourrouge. Le 1er septembre 2015, vous avez signé avec Monsieur Duchesne, directeur des opérations Alteo, une charte pour un dispositif participatif de suivi et de progrès des activités du site de Mangerie. Cette charte prenait fin le 31/12/2016. A-t-elle été renouvelée? Je réponds tout de suite oui, parce que c'est tacite reconduction. Donc voilà, tacite reconduction. Dans ce cadre, il était prévu qu'un comité local de suivi se réunisse tous les semestres. La dernière réunion ayant lieu le 5 juillet dernier, une nouvelle réunion est-elle programmée et à quelle date? Oui, je rappelle simplement que nous avions prévu de faire un comité de suivi au niveau de la commune. C'est paru d'ailleurs 2 fois dans le magazine municipal qui s'appelle Le Bouquin, un appel à candidature. Personne ne s'est proposé. Par contre, ça c'est pour le comité de suivi au niveau communal. Par contre, il y a un comité de suivi au niveau des riverains. Le dernier, c'est donc tenu, vous le dites, je ne peux pas vérifier, mais non, c'est en octobre. On me dit que c'est en octobre, voilà. On me dit que c'est en octobre, le dernier qui s'est tenu. Et ça, alors il y a de plus en plus de monde, d'ailleurs c'est extraordinaire, mais bon, au début, à un moment donné, Marie-Odile Armando, elle est riveraine, donc elle dit double titre, si je puis dire. Bon, voilà. À un moment donné, il n'y avait pas grand monde, et puis maintenant, ça monte un peu, et Alteo est tenu, vient nous expliquer ce qu'il fait, et on y parle par exemple des envols de poussière. Je me souviens d'une réunion où les riverains qui étaient là ont parlé des envols de poussière et qu'ils étaient très gênés. Depuis Alteo à Rose, enfin, c'est expliqué à chaque réunion de comité local de riverains. Pour le prochain, il aura lieu à la rentrée de l'année 2018, parce que nous sommes en attente des dispositions d'ERPACA et de l'ANSES, puisque nous allons faire revenir l'ANSES, où la dernière fois, ils étaient venus présenter le résultat de l'étude qui avait été faite à ma demande. J'avais écrit au ministre de l'époque, je crois que c'était Ségolène Royal, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et à la suite de quoi on a vu, plusieurs mois après, une enquête qui a été effectuée, une enquête un peu sanitaire qui a été effectuée, et je crois qu'on parle de peut-être faire une enquête un petit peu plus conséquente. Voilà. Pour la première question. La deuxième question, il s'agit de la délégation de services publics, non pas pour l'eau et l'assainissement, que vous avez adopté ce soir à l'unanimité, je vous en remercie, mais pour la restauration. Alors là, je crois que Mathieu Pietri va vous répondre là-dessus. Ah, le micro. Tu as raison. Il est arrêté. Remets-le, oui, ça peut aider. Oui, en fait, votre question comporte 2 aspects. La commune de Poubelaire a délégué en 2012 à la société SS Garrigue, pour une durée de 6 ans à compter de la date du 1er août 2012, l'exploitation de son service public de restauration municipale. Le choix du futur exploitant devant être effectué dans moins de 8 mois, la commune a-t-elle lancé la nouvelle procédure de délégation du service public de restauration? Oui, bien évidemment, on a lancé cette procédure. Il y a une visite de la cuisine centrale et des cuisines satellites par les sociétés. C'était une visite obligatoire le 22 novembre. Et la date limite de réception des offres a été fixée au 15 janvier 2018. Donc ensuite, va s'en suivre toutes les étapes que nous connaissons bien. On sera largement dans les temps pour attribuer cette nouvelle DSP. En outre, lors de l'avenant présenté et voté en conseil municipal le 26 janvier 2015, Garrigue devait présenter chaque semestre à la commune un état récapitulatif des repas servis et leur montant,
afin de contrôler notamment que le nombre de repas servis à des tiers ne soit pas supérieur au nombre de repas servis dans le cadre de la délégation de services publics. Pouvez-vous nous communiquer ces chiffres? Évidemment, donc c'est une... Bon, juste pour mémoire, avant l'avenant, il y avait un montant forfaitaire qui faisait 16 000 € hors taxe et 5% du chiffre d'affaires qui était reversé à la commune au titre de la redevance. Cela avec une production complémentaire au principal de 30% maximum. L'avenant portant la redevance à 65 000 € hors taxe et avec la possibilité de doubler le nombre de repas produits par le principal. Aujourd'hui, effectivement, il y a un suivi semestriel. Alors, pour 2016, on est sur 242 000 repas servis pour le principal contre 235 000 pour les repas produits à l'extérieur. Les premiers chiffres donc, de premier semestre 2017 font état d'une stabilité sur ces repas. Voilà, donc réponse aux questions, à la question donnée par Mathieu. La question et la réponse a été donnée par Mathieu Pietri. Mais écoutez, je vous remercie tous pour ce conseil municipal à quelques jours de Noël. Je vous souhaite évidemment à toutes et à tous un très joyeux Noël en famille, ça se fait, et puis que nous puissions avoir un bon boudin, les uns et les autres peut-être chacun dans son coin, mais qu'on se retrouve le 1er janvier, comme on le fait depuis le 1er janvier 2000, ici même sur la place de l'Hôtel de Ville, bien emmitouflé, avec le vin ou le chocolat chaud, évidemment la pompe à huile, et puis le feu d'artifice. Merci à tous.